Et bienvenue à Siluche québécoise. Aujourd'hui, belle conversation avec Stacy, qui est consultante organisationnelle en EDI. Elle est également une doctorante en communication. On parle bien sûr d'identité québécoise, de choc culturel et également d'intégration avec la question « Tu viens d'où ?» Reste avec nous! Et Stacy, Salut Termina. merci d'être là. Comment vas-tu? Ça va super bien. Je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui. Ah, je suis contente que tu sois là à l'entour de la table, que tu aies accepté l'invitation. Puis j'ai envie avant même de poser la question d'intro, de te dire à la blague, tu viens d'où? Tu viens d'où, Stacy? Alors, je viens de l'hôpital Royal Victoria, OK? Non, c'est une joke. Mais alors moi, Stacy, tu veux que je me présente en général? Vas-y. OK, donc moi, je suis une femme à multiples chapeaux, je vais me dire. Je touche à beaucoup de choses, mais toujours dans l'optique, je suis une passionnée de communication, puis plus précisément la communication pour le changement social. Je crois vraiment qu'on a la possibilité, en ouvrant des vrais espaces d'échange, de dialogue, d'amener une transformation et beaucoup plus proche d'une vraie justice sociale, qu'est-ce qui est proche à mon cœur. Donc, voilà. Et je viens d'où au niveau professionnel ou d'origine? C'est un petit clin d'œil à lorsqu'on se fait souvent poser cette question-là, tu viens d'où? Donc, ça parlait de tes origines, en fait. OK, c'est ça que je me disais. Je faisais exprès de pas savoir. Non, mais je suis née au Québec. C'est pour ça que je disais Royal Victoria. Je suis née au Québec, à Montréal plus particulièrement, mais toujours grandi à Laval. Et mes parents sont d'origine haïtienne. Et Stacy, es-tu québécoise? C'est drôle que tu me poses cette question-là. Bon, je m'attendais à cette question-là au podcast, mais ça a tellement évolué. Si tu m'avais demandé cette question-là quand j'étais au primaire, au secondaire et à l'université, ben chaque fois, j'aurais répondu quelque chose de différent. Donc, en date d'aujourd'hui, oui, je suis québécoise, mais je suis aussi haïtienne, je suis canadienne et je suis une Lavalloise dans l'âme. Ouh, Laval, c'est rare! Oui, Ouais. non, c'est vrai, tu dis souvent Laval, J'ai tu dit, veux venez pas nous quitter rejoindre à Laval. Laval. Non, je suis bien à la Naudière. J'aime bien la Naudière. Si je dois quitter, je pense que je vais revenir à Montréal, Ok, parce que c'est je suis très proche. Montréal a une très belle place dans mon cœur. Stacy, québécoise, haïtienne, lavalloise. Mhm. Comment tu vis toutes ces identités-là? Hi là là, très bonne question. Comment je vis toutes ces identités-là? Je pense que bien, en somme, là, tu sais, mais ça a été de la revendication pour chacune de ces identités-là. Je travaille présentement pour un projet de recherche, puis c'est une des questions qu'on demandait parce que c'est sur la revendication identitaire et nos usages culturels et médiatiques. Et c'était impressionnant qu'à chaque fois que je posais cette question-là à des artistes, que je posais cette question-là à des leaders d'opinion, qu'il y a une charge aussi de se dire, mais c'est quoi notre identité? Puis quand on a été dans des identités multiples, comme la nôtre, mais c'est difficile de toujours se statuer, puis on a l'impression qu'on ne doit pas nécessairement toujours se battre pour notre identité noire, qu'on doit le faire, parce que moi, la première fois que je suis allée en Haïti, on me disait pas haïtienne, là. Mais aussi pour notre identité québécoise, notre identité canadienne, elle peut être remise en question, puis on sent qu'on doit la défendre et la débattre, d'où la pertinence de ton podcast. Je trouve ça tellement intéressant. Mais j'ai trouvé ça important, puis ça a été un déclic dans mon cerveau, rendu à l'université, de se dire non, 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 je suis québécoise. Il faut que je le dise, il faut que je l'assume. On contribue à la société québécoise. Mes parents sont là depuis plus d'une quarantaine d'années. Mes parents sont là, investissent, travaillent. Tu sais, on est là, là. Fait que si par notre discours, continuellement, on dit non, je suis haïtienne, je suis... Il y a un problème. Parce qu'on se dissocie puis on participe au problème. Il faut qu'on change notre discours puis il faut qu'on prenne notre place. Ah, j'aime ce que tu apportes parce qu'effectivement, en ne disant pas, en n'affirmant pas que nous sommes Québécois, Québécoises, on se met nous-mêmes à l'extérieur du nous. Exact. On se met nous-mêmes à l'extérieur du nous. Tu m'as parlé de tes parents.
Est-ce que tu veux me parler de l'intégration de tes parents ici au Québec? T'as dit ça fait plus de 40 ans qu'ils sont ici. Oui, en plus, j'ai un petit extrait que je trouve ça vraiment cute. Puis pourquoi je dis que ça a évolué, mon cheminement? Parce que c'est à l'université que j'ai commencé dans mon programme que j'ai tellement apprécié, là, qui m'a vraiment fait réfléchir justement sur ma place au Québec, sur mon identité, mais c'est parce qu'on parlait des interactions sociales. Puis ce passage-là de L'étranger d'Albert Schutz, ça dit le nouveau venu prend néanmoins conscience du fait qu'une partie importante de sa manière de penser habituelle, notamment ses idées concernant le nouveau groupe, son modèle culturel et sa propre manière de vivre, ne résiste pas à l'épreuve de l'expérience vivante de l'interaction sociale. Et pour moi, c'est tellement symbolique, ce passage-là, parce que c'était la réalité de notre vie. Dans le fond, nous, mes parents sont immigrés, ma mère est arrivée en premier, elle a travaillé fort, elle a fait les cours de francisation, bien qu'elle parlait déjà français, elle est en Haïti, mais bref, tout le processus qu'il doit faire pour être une bonne immigrante, comme on dit. Et mon père est venu la rejoindre, même chose. Et ils ont vraiment bâti une vie ici. Puis ma mère, très rapidement, elle se rendait compte que, elle est... Tu sais, elle se disait canadienne et québécoise, ma mère. Elle disait, oui, elle est haïtienne, etc. Mais quand on grandissait, puis ils nous disaient qu'on est haïtien, puis pour nous, tu sais, c'était notre culture. Puis moi, à l'école, là, chaque fois, début d'école, les professeurs disaient d'où tu viens. Je me faisais toujours poser cette question. D'où tu viens? Et je me souviens, j'étais tout le temps, je viens de Royal Victoria, c'est pour ça que je ne pas dit ça tout à l'heure. Puis un moment donné, il y a une professeure qui m'a dit, t'es noire. Tu sais, est-ce que tu as remarqué que, tu sais, elle a dit, t'es noire, tu viens d'où? Là, j'ai compris que, OK, dans le fond, par ma peau, par à quoi que je ressemble, ça fait pas de sens que je dis que je suis d'ici. Puis pour mes parents, c'était quand même particulier parce que pour eux, ils nous regardaient puis ils nous disaient, quand on disait qu'on était haïtien, haïtienne, que je disais que je disais ça quand j'étais jeune, seulement ça, ils riaient. Puis pour eux, tu sais, ben non, vous n'êtes pas haïtien, vous n'avez pas vécu la vie qu'on a vécue, vous n'avez pas grandi, évolué. Puis maintenant, oui, il y a une partie de la culture que mes parents ont portée, mais leur culture, ils étaient capables déjà de voir qu'elle avait été modifiée par l'interaction sociale. Tu sais, ma mère était une fan des Canadiens, elle connaissait tous les joueurs jusqu'à un temps. Tu sais, il y a plein de choses qu'on a grandi à faire que pour elle, était comme, ça, c'est de la culture québécoise que ça a été pris. Puis oui, parce qu'on mange la nourriture haïtienne, puis parce qu'on parle créole, puis parce que, tu sais, mes parents ont valorisé notre culture haïtienne. Nous, on se sentait haïtiens. Mais pour mes parents, c'était très clair qu'on était des Haïtiens québécois. Tu sais, puis ils étaient capables de voir cette hybridation que moi, dans le temps, je la voyais pas. Pour moi, j'étais juste haïtienne parce que je pouvais voir la distinction, puis on me faisait sentir la distinction. Donc, au fur et à mesure que j'ai grandi, que j'ai évolué, que j'ai vu aussi les différences entre nous, les Haïtiens d'ici, genre, exemple, ma famille, puis ma famille aux États-Unis, ben, il y avait des différences, puis qu'est-ce qui fait en sorte ces différences-là? Mais c'était nos interactions avec le lieu qu'on a évolué. Puis, dans la recherche que je faisais, je rencontrais une personne, puis il me disait, tu sais, moi, je suis haïtien de Laval, sa copine était haïtienne de Montréal-Nord, puis elle a dit, tu sais, j'ai vraiment vécu des chocs culturels là, avec ma copine. Puis, tu sais, c'était drôle à dire, mais dit, mais c'est vrai. Mais oui. Parce qu'il va y avoir des différences. Notre culture va évoluer à travers nos interactions sociales. Donc, bon, je me souviens plus de ta question de base, mais nous, ça a été ça. Tu sais, mes parents mettaient l'avant le fait qu'il y avait une hybridation. Notre culture évoluait, notre culture changeait. Puis pour moi, c'est une richesse de dire que, ben oui, j'ai la culture haïtienne, j'ai la culture québécoise, que je considère forte aussi, et la culture canadienne. Et maintenant, un peu italienne. C'est ça, aussi italienne. Je trouve ça beau. La question était l'intégration de tes parents. Je pense que tu as fait vraiment... tu nous as montré le portrait de leur intégration quand tu me parles de ta mère qui connaissait tous les joueurs du Canadien. Puis, non, donc, je pense qu'ils se sont vraiment bien intégrés ici. Comment tu vivais avec le regard des autres et leurs questions? Parce que toi, tu t'es jamais remise en question sur tes identités. Mais comment tu vis avec le regard extérieur? Ben c'est ça, ça a évolué. Parce que quand j'étais jeune, moi, j'ai très bien compris que, ben non, je dois juste être haïtienne. Fait qu'au début, c'était qu'est-ce que je devais revendiquer le plus, puis qu'est-ce que je devais être le plus... Tu sais, comme, pour moi, c'était juste ça. Fait que je ne pouvais plus me permettre de penser que j'étais québécoise. Tu sais, il faut comprendre, moi, j'ai grandi à Laval. Dans le temps, là, maintenant, c'est vraiment diversifié, mais dans le temps, on était les seuls noirs. Comme il n'y avait pas beaucoup de noirs, là, à Laval. Dans mon école, on était peut-être 1 par niveau ou 2 par niveau.
Et, tu sais, c'était ça, là. Il y a très peu de représentation. Je me souviens, je pense que j'étais en maternelle aux premières années dans mon école, puis, tu sais, il y avait les... Tu sais, Oui, pas les pour se laver les lavabos, mains, tout comme oui, ça, qu'on là, tout devait en cercle, puis appuyer. t'appuyais. Oui. Puis je me rappelle, la première fois que j'ai vraiment réalisé, c'est que tout le monde se lavait les mains, puis là, je regardais tout le monde, puis j'étais comme, ah, j'étais la seule peau noire. Puis là, j'avais réalisé, puis il y en avait d'autres dans chaque classe, mais on était peut-être un par classe, là. Puis je pense qu'ils s'arrangeaient pour nous séparer presque, là. Tu sais, on était un par classe, il y avait vraiment pas beaucoup de diversité. Fait que pour moi, c'est normal que j'étais différente. On me faisait sentir que j'étais différente. Puis pas nécessairement de mal intentionné, là, tu sais, mais c'était comme, on est différents. Tu sais, c'était clair. Donc, je ne pouvais pas me dire que j'étais québécoise. OK. Et là, ça a changé. Et ça a changé, ça a évolué. Plus que j'ai grandi, plus que j'ai réalisé que non. Qu'est-ce qui ferait de moi une Québécoise? Puis j'ai commencé à me poser des questions, puis de voir que, OK, oui, tu sais, là, maintenant, je le dis, puis je me force à le dire. Puis des fois, tu sais, je parle avec mon mari, puis il dit, lui, c'est super important que les enfants portent nos cultures d'origine. C'est lui est italien d'origine, il est né en Italie, il a grandi en italien, fait qu'il parle italien, on leur apprend le créole, ils apprennent le français et l'anglais, tu sais, comme on le pousse beaucoup, c'est vraiment important. Mais à chaque fois qu'ils se parlent, je dis, c'est super important qu'ils savent qu'ils sont 100% italiens, 100% haïtiens, 100% québécois, canadiens. Pour moi, c'est important. Je veux jamais qu'ils se remettent en question pour dire que ici, ben, c'est pas leur place. Tu sais, je le valorise aussi. Ouais. C'est vraiment de très bonnes bases. Tu as parlé de choc, choc culturel. C'est quoi le choc qui t'a le plus marqué pendant ton enfance? Le choc qui m'a le plus marqué pendant mon enfance. Et là, la bonne question. Je te dirais que, en tout cas, dans ma famille haïtienne, puis dans plusieurs familles haïtiennes, dans le fond, tu sais, les affaires de sleepover, tu sais, d'aller dormir dehors. Oh, tu vas aller là? Ah oui, clairement. Moi, c'était un des plus gros chocs. Oh, c'était comme, wow. tu sais, dans ma tête, c'était comme, pour vrai, là, désolée à tous mes amis du secondaire puis du primaire, là, mais comme, ils m'invitaient, je disais, tu penses vraiment que moi, c'était si cassé, j'allais aller demander à mes parents d'aller dormir chez des amis? Dans ma tête, c'est comme, puis je pouvais pas expliquer à mes amis que non, tu sais, c'est pas quelque chose qui se demande, tu sais, c'est comme, je sais que c'est non, puis comme, ma mère va dire que j'ai un lit à la maison, tu sais, comme... C'est exactement la même réponse. Ma mère me disait, mais t'as un lit chez toi. Mais ton ami peut venir. Oui, c'est ça, ton ami peut venir. Toi, tu peux pas. Toi, t'as un lit chez toi, mais si ton ami veut venir, elle peut venir à la maison. Tu sais, fait que c'était vraiment drôle, mais pour moi, ça, c'était un gros choc parce que c'était vraiment de l'adaptation de dire, puis là, tous mes amis, encore, mais récemment, je suis allée manger avec des amis du primaire, puis on parlait, je ferais, ouais, telle personne allait dormir. Moi, j'étais dans aucun de ces mouvements-là, là, comme, oublie ça, là, il y avait aucune chance que ça se passe. Puis, tu sais, comme, non, il y avait juste autre chose. Fait que ça, c'était vraiment un choc. Puis à chaque fois qu'ils prévoyaient des choses comme ça, moi, je regardais tout le temps pour dire comme, ben, je comprends pas. Comme, clairement, nos parents sont pas faits pareil, là. Tu sais, il y a quelque chose. Fait que ça, c'était vraiment drôle. Sinon, un autre choc, il y en a tellement, là, que je pense, il y en a. Mais attends, pour aller dormir chez un ami, une amie, t'as des enfants? Ils vont pas aller dormir. C'était ma question. Camina. Est-ce que le choc culturel a continué? Est-ce que... Oui, mais là, je leur explique. Tes enfants sont primaires maintenant. Éventuellement, dans quelques années, ils vont recevoir des invitations pour venir dormir chez des amis. Est-ce que tu acceptes ou pas? Non. Non. Désolée. Ceux qui vont l'avoir écouté, ils vont le savoir. Non, mais ils vont pas venir. On répète. On répète la même chose. Mais en même temps, la différence, c'est que oui, je comprends maintenant mes parents pourquoi ils faisaient ça, puis pourquoi c'était important pour eux, puis tu sais, toutes les réalités. Puis en plus, moi, maintenant, je suis tellement sensibilisée sur certains enjeux que comme, non, je le ferai pas, puis mon mari non plus, il est pas là-dessus, puis on est de deux cultures différentes, puis quand même, on a la même mentalité par rapport à ça, mais non, moi, je le ferai pas. Mais j'ai rien contre les personnes qui le font, mais personnellement, tu sais, moi, je trouve que ça protège aussi nos enfants. Ouais. Très bonne réponse. Ouais. Je t'ai mis un petit peu Politiquement. sur le spot. Je mets sur le spot, mais effectivement, moi, je peux dire aussi que non, mon enfant n'ira pas dormir chez des amis. On le dit fort, là, Oui, on s'assume. On s'assume, mon enfant n'ira pas dormir chez des amis, mais tout comme ma mère le disait, tous les amis seront les bienvenus à la maison. Ça va nous faire plaisir de les recevoir. Des chips, un bar santé, tout, là, mais oui. Tout sera présent pour bien accueillir vos enfants, mais malheureusement, mon enfant... Ben, mon père, c'était, même au secondaire, quand j'étais plus vieille, où je demandais pas, mais ils anticipaient. Tu sais, si j'avais demandé à mon père, il y a une fête, ça va finir vraiment tard, il peut être 2 heures du matin, il allait venir me chercher. Tu sais, comme, c'était comme, OK, je vais venir te chercher quand tu m'appelles, ou je vais rester proche en attendant que tu... Donc, c'était aussi, tu sais, ils m'ont pas privé, là.
Mais il y a certaines choses, certains principes que finalement, moi, avec du recul, puis je dis, ben oui, non, j'apprécie, puis je veux reproduire la même chose avec mes enfants. Ça fait du sens aussi. Oui, tout à T'sais, fait. ma maison, c'était le chilling spot, là. Donc, Et voilà. c'est Il y a correct. il y a des bienfaits aussi Ouais, c'est à ça. Il y a des Exact. bienfaits. Stacy, j'aimerais ça aller avec la québécitude tout en étant une personne noire dans le milieu académique. Je sais pas si tu me vois venir. Oui. Je veux pas, t'as fait des hautes études, on va le dire. Comment on le vit à l'interne? La personne noire qui arrive, les questions, les microagressions, les discriminations, comment ça se vit dans le milieu académique? Mais je pense que ça se vit comme dans les différents domaines, plusieurs domaines. Là, je pense qu'on peut tout relier. Le premier enjeu, je dirais que c'est la représentation. Il y a en tout cas, dans mon département, il n'y a aucune femme noire professeure. Oh, OK. OK. Donc, dans l'université où j'ai étudié, aucune femme noire professeure dans mon département. Il y a des hommes noirs, mais pas de femmes. Donc, ça, c'est déjà un premier enjeu de représentation. Après, c'est difficile parce que c'est beaucoup de microagressions dans le sens que tu le sais pas. Des fois, il y a certaines choses que tu sais, mais tu sais pas. Donc, je m'explique. Tu sais il peut avoir un traitement différent, mais après, tu dis, est-ce que c'est à cause que je suis noire? Est-ce que c'est à cause de telle chose? Puis là, tu te poses la question. Puis là, OK. Fait que déjà, juste l'enjeu de représentation, ça, c'est palpable. On le voit au niveau hiérarchique, que comme la sensibilité qu'il peut avoir à... Ben, que tu te sens compris, que tu te sens vu, tu sais, il n'y a pas ça. Après, il y a quand même aussi des enjeux de comme t'es noir, tu dois pas montrer que... Je sais pas comment le dire sans... tu sais, il y en a qui vont faire attention, je veux montrer que je suis noire, mais c'est pas à cause que je suis noire que... Tu sais, tu dois te prouver, là. Tu dois te montrer que tu veux éviter le racisme, tu veux éviter. Après, j'ai eu des professeurs hyper bienveillants, j'ai eu des professeurs qui étaient des alliés. Mais tu sais, je suis beaucoup Carole Anne Souffrant. Oui. Puis, Shout out. ouais, elle est Oui, incroyable. elle vit beaucoup de choses. Exact. Moi, je pense qu'il faut le nommer parce que là, tu as nommé son nom. C'est une des femmes noires qui reçoit souvent des menaces, qui reçoit des commentaires dégradants, puis qui ne devraient pas être. Elle en prend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est à cause que j'ai comme l'impression que moi, puis là, après, je suis dans des grosses réflexions parce que là, maintenant, j'ai fini mon doctorat. Je rentre, je vais commencer à appliquer sur des postes de professeur. J'enseigne déjà dans 2 universités, ça va bien, mais tu sais, je veux plus et j'ai le droit de vouloir plus. Puis j'ai comme l'impression que quand tu te déranges pas, quand tu es là, puis tu es vraiment gentil, c'est pas gentil, mais tu sais, il y a certains niveaux que tu te déranges pas. Oui. Que là, c'est correct. Mais dès que tu prends beaucoup de place, quand tu nommes, etc., là, ça peut être problématique. Moi, je me suis intéressée au racisme systémique, à la blanchitude organisationnelle dans mon doctorat. J'enseignais, mais j'étais pas... j'ai fait des projets de recherche et tout, coordonnatrice, mais c'était vraiment parce que j'avais des alliés, des professeurs qui me connaissaient. Tu sais, ça a bien été, mais je naviguais aussi dans d'autres milieux. Donc, je suis consultante organisationnelle, j'ai beaucoup été impliquée dans d'autres organisations. Là, maintenant, j'ai confondé mon organisme. C'est comme, je naviguais dans d'autres milieux que juste le milieu universitaire. Je me demande souvent si j'étais juste dans le milieu universitaire, comment je l'aurais vécu. Tu sais, il y a une situation que j'ai vécue, puis je sais que ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué, c'est tu te fais remettre en question rapidement tes connaissances. Puis ça, je sais, tu sais, je sais que c'est à cause que je suis une femme noire, tu sais, ou de l'expérience que tu vas avoir. Parce que puis je le vois là à l'extérieur, là, si je me présentais, puis quelqu'un, je pense qu'une homologue qui a le même niveau que moi, blanche, disait qu'elle est rendue à tel niveau, il y a des questions ou des présuppositions que les gens n'auraient pas, mais qu'ils vont avoir à cause que moi, je suis noire. Mais ça, on le retrouve dans tous les milieux. C'est quelque chose qui revient souvent. Les femmes noires, veulent pas, on va être beaucoup plus préparées, on va avoir beaucoup plus travaillé parce qu'on sait qu'on va se faire poser plus de questions. Je vais être questionnée. Exactement. Ou on va prendre pour acquis que je ne sais pas certaines choses. Exactement. Ou, tu sais, effectivement, tu te prouves. Tu l'as dit au début, tu es une femme qui porte plusieurs chapeaux. Tu les portes bien également. Tu as cofondé
un organisme qui Oui. s'appelle Amistad pour contrer la lutte sur la traite humaine. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Alors oui, donc c'est vraiment un projet, pour moi, c'est vraiment une vocation, là. Ça a été de réaliser c'est quoi les enjeux de traite humaine, de voir la souffrance, de voir comment ça touche majoritairement aussi des personnes qui vivent déjà dans des systèmes d'oppression. Pour moi, c'était vraiment de développer avec le cofondateur un organisme qui va lutter contre la traite humaine en aidant les communautés à risque, ou moins vulnérabilisées, et les personnes qui ont été victimes, puis de contribuer aussi à la recherche empirique sur ce sujet-là. Tu sais, on veut qu'il se développe au niveau personnel, professionnel. La traite humaine, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez souvent. Il y a différents types d'exploitation. Il faut qu'on démystifie, qu'on réalise c'est quoi l'enjeu, les implications, aussi autant au niveau local, mais international, sur tous les enjeux. Et pour moi, c'est comme la traite humaine, c'est à l'intersection des oppressions. Parce que quand moi, je me suis toujours intéressée au système d'oppression, etc. Et quand tu regardais, je lisais plus sur la traite humaine, c'est réalisé que les personnes qui sont déjà vulnérables ou marginalisées dans la société, mais elles vont encore vivre plus. Elles sont plus à risque, puis elles peuvent en vivre plus. Et même quand on prend, par exemple, l'exploitation sexuelle, ça touche les femmes déjà marginalisées, mais les femmes autochtones, les femmes noires à l'intérieur sont plus à risque de vivre de la violence, plus à risque. Tu sais, comme il y a tellement d'enjeux, puis comment on accompagne, comment on suit ces personnes-là, puis qu'on les aide à se réintégrer totalement. C'est des traumatismes que des personnes vont avoir vécu. Si on pense les flux migratoires, quelqu'un qui a immigré, c'est pas vrai que toutes les personnes qui sont venues, qui ont immigré, qui ont eu un parcours tout doux, tout soit, puis ils ont dit « Oh, je suis allée au bureau d'immigration, puis après j'ai pris... » Tu sais, non. C'est souvent des parcours qui sont très difficiles, très lourds, qui vont avoir vécu de la violence. Tu sais, j'en passe. Mais ces personnes-là, quand ils arrivent, après, ils doivent se réintégrer vite, puis on est déjà là, puis... Mais il y a des guérisons, tu sais, c'est des traumas qui ont été vécus, puis il faut vraiment les aider à guérir de ces traumas-là. Puis pour moi, Amistad, c'est vraiment cette opportunité-là de faire une différence, de joindre le fléau le plus immense, là, qui a la plus grande croissance de notre époque, puis de vraiment faire poser des actions qui sont concrètes. Est-ce que tu peux nous donner 2 exemples de traite humaine pour que les gens puissent voir, avoir des images concrètes? Alors, le travail forcé, c'est un type d'exploitation. Récemment, il y a même l'ONU qui avait fait un rapport pour dire que qu'est-ce qui se passe là au niveau agricole, là. Oui. Voyons, le secteur agricole au Canada, ben, c'est de l'esclavage moderne, là. Tu sais, des personnes qui vont travailler dans des conditions qui sont inacceptables, qui vont ne pas être rémunérées à la hauteur de ce qu'ils devraient faire, qui vont travailler dans des -50, pas avec le matériel nécessaire. Donc, tu sais, ça, c'est des formes d'exploitation, c'est de la traite humaine parce que les personnes vont bénéficier de ce travail-là bon marché. Encore une fois, pour des personnes nouvellement arrivées, là, on en voit beaucoup là, de types de travail forcé où je te donne un travail au noir, je te dis que ça va vraiment aider pour ton parcours, je vais pas te payer tout le montant que je devrais te payer. Finalement, tu n'es pas au salaire minimum, puis tu le sais pas parce que tu connais pas tes droits, tu sais pas que tu es protégé ici sur le territoire canadien, la personne fait comme si elle veut t'aider, qu'elle est bienveillante. Donc, on parle de servitude domestique, il y a tous ces éléments-là. On peut parler aussi de, tu sais, la traite humaine, quand je parle dans l'international, récemment, on avait fait une activité qui montrait le fast fashion et l'exploitation. Oui. Fait que nos compagnies, là, qu'on aime bien magasiner, qui fait du fast fashion, vite, qu'on commande en ligne, on voit pas, mais qui est derrière, qui fabrique ces événements, c'est quoi leurs conditions, comment ça se passe. On a une responsabilité collective, tu sais, individuelle, de savoir, là, quand on achète un vêtement, ça vient de où. Puis je sais que c'est important d'être à la mode. Puis là, maintenant qu'on met sur les médias sociaux, on veut pas le remettre 2 fois ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, plus que c'est moins cher, c'est correct. Mais, tu sais, il y a vraiment un impact global là-dessus. Puis c'est des personnes, des vies qui sont exploitées pour pouvoir produire qu'est-ce que nous, on consomme ici. Donc, ça, c'est de la traite humaine. Donc, il y a vraiment plusieurs exemples Puis notre but, c'est de sensibiliser au maximum, de donner des actions concrètes, c'est de voir comment on va se mobiliser, mais aider aussi les personnes qui sont à risque, parce que c'est pas seulement loin, là. Ça se passe ici, là. C'est très, très, très proche de nous, et de voir aussi comment on peut aider les personnes qui l'ont vécu. Comment on peut soutenir Amistad? Alors, vous pouvez se soutenir de différentes manières, donc financièrement. Fait que ça va toujours aider. We need money. On sait qu'est-ce qui se passe dans le monde communautaire actuel. Donc, on peut faire du bénévolat.
en parler. C'est nous, je pense, qu'est-ce qu'on veut réellement, c'est des personnes qui vont se joindre avec nous, qui vont être des ambassadeurs, qui vont nous inviter dans leur milieu de travail, qui vont nous inviter pour pouvoir parler et échanger pour conscientiser le maximum de personnes à cet enjeu-là. Et on va toujours donner des outils concrets de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. OK, réalistement. Là. Parce que, exemple, la personne qui magasine, je ne vais pas lui dire arrête de magasiner, mais OK, quelles actions que je peux mettre en place qui vont pouvoir amener un changement? Donc, ça peut vraiment nous aider. Et aussi, des personnes veulent faire du bénévolat puis se joindre au combat avec nous, ça nous fait extrêmement plaisir. Yeah! Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu souhaites au Québec de demain? Oh là là, qu'est-ce que je souhaite au Québec de demain? Je souhaite au Québec de voir la valeur et sa richesse et de pouvoir peut-être prendre en considération chaque personne sur son territoire pour vraiment construire un Québec qui nous représente, mais construire un Québec qui évolue, qui prend sa place, qui brille à l'international, mais qui est aussi qui se valorise, qui s'aime. Tu sais, je ne vais pas rentrer dans les débats de, OK, est-ce qu'on devrait plus avoir une vision multiculturaliste, interculturaliste, puis c'est quoi les enjeux, mais juste, est-ce qu'on peut être un Québec qui dialogue, des vrais dialogues. Là, je pitch le dialogue partout, là, mais pour moi, c'est tellement important là, qu'on se parle, qu'on soit ouvert, qu'on échange, qu'on écoute les voix, qu'on les considère, puis qu'on réalise l'impact de nos discours. Ouais. Merci, Stécie, pour cette belle discussion.